Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette quatrième édition du Forum RH. Quatrième édition qui continue à grandir, hein. Je me souviens, il y a 3 ans, il y avait une vingtaine d'entreprises. Là, vous êtes 41 inscrits. Et sur les 41 inscrits, il y a la plupart qui sont en train d'arriver. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Comme ça, on laissera la place au Forum RH. Alors, je vais vous présenter très rapidement Sylvain Roussel. Je suis en charge des partenariats et du développement chez France Renouvelable. Et pour la 3e année, je fais partie de l'organisation de ce forum RH. Voilà. Je vais vous présenter mes accompagnants pour cette table ronde. Donc, Raphaël Briot, qui travaille chez France Renouvelable aussi, qui est chargé de mission urbanisme et territoire. Nathalie Docagne, de France Travail, chef de file ENR et directrice du pôle emploi de France Travail, France Travail Normandie. Sébastien Trollet, qui est directeur développement chez Emploi Environnement. Julie Moreau, qui est consultante DRH externalisée, coach chez JM Conseil. Et Marielle Duvivier, qui est Talent Acquisition chez Vestas. Avant de commencer, on va vous présenter aussi quelques travaux qu'on a fait dans le cadre d'un GT Emploi de France Renouvelable. Un travail qui a été mené à la base sur une étude ADEME. Donc, bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain. Je vais le tutoyer parce qu'on se connaît bien et je n'ai pas vu vous voyez les gens que je connais. Donc voilà. Alors, la première question que je vais te poser, hein, donc, qu'est-ce qui a été mis en place par France Renouvelable globalement sur le sujet emploi-formation ? Alors merci Sylvain, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Depuis 1 an, on a effectivement répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME pour arriver à mieux connaître l'emploi et les compétences dans la filière, à la fois à date et en prospective à 2035-2050, un peu poursuivre le rythme de programmation pluriannuelle de l'énergie tel qu'il est prévu dans les différents textes réglementaires et programmatiques. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on suivait l'évolution des emplois historiquement principalement sur l'éolien et en volume un peu global ou avec des très grandes familles d'activités. L'ambition de ces travaux qui est encore en cours, c'est de rentrer dans une granularité assez fine. Donc on a mis effectivement en place un GT avec du coup une représentativité de la filière avec du coup de développeurs, de exploitants, de turbiniers, pour arriver à travailler sur un catalogue des métiers. Donc est-ce que je suis chef de projet, est-ce que je suis sur une fonction support RH, juriste, câblier, soudeur, marin, enfin bref, on a listé du coup une 60aine de métiers de façon assez fine. Et l'objectif étant qu'on arrive à les décliner région par région sur où est-ce qu'ils sont situés aujourd'hui et où est-ce qu'ils seront situés demain et quel est le volume. L'objectif à terme, c'est qu'on soit plus prescripteur tel qu'on ne l'a pas vraiment fait jusqu'à présent pour aller dire du coup à nos partenaires que sont France Travail ou les conseils régionaux sur voilà, aujourd'hui, nous on estime qu'à 10 ans, à 25 ans, voilà quels seront les métiers qui seront positionnés ici. Donc comment à vous d'anticiper pour arriver à créer ou en tout cas à rendre disponibles des formations qui permettent d'arriver à accéder à ces métiers qui seront ouverts sur vos territoires d'ici 15 ou 25 ans, 10 ou 25 ans. Donc voilà où on en est, ce qu'on a mis en place. L'ambition complémentaire aussi, c'est d'avoir du coup un travail renforcé avec France Travail qui a déjà bien été entamé par les activités qu'a pu mener Sylvain jusqu'à présent, et notamment la mise en place d'une plateforme et la mise à disposition de données, notamment sur tous les métiers et les formations qu'on a cartographiées lors de ce GT. Voilà un peu l'ambition pour le moment sur les sujets emploi-formation. Eh ben, merci beaucoup Raphaël. Si à un moment sur l'ADEME, est-ce qu'on va avoir aussi d'autres défis qui vont être menés ou pour l'instant sur la date de terme de la fin de cette étude ? Alors, je pense que le principal défi, il est qu'on arrive à jouer collectif, parce que les défis sont nombreux en termes d'électrification, mais du coup en termes de métiers sur les métiers de l'électricité. Le principal défi, selon moi, c'est qu'on évite les effets concurrentiels entre le nucléaire, les gestionnaires de réseau, les énergies renouvelables électriques, qui sont tous en forte croissance,
qui du coup tous vont chercher à peu près les mêmes types de profils, les mêmes types de métiers, notamment sur des métiers techniques ou d'ingénieurs. Donc pour éviter les effets de cannibalisation à l'intérieur de la grande famille de l'électricité, on a tout intérêt à ce qu'une fois que ce travail un peu interne à la filière arrive à s'élargir et à faire en sorte qu'on puisse arriver à faire une sorte de coalition d'acteurs sur la grande famille de l'électricité. Effectivement, juste pour rebondir ce que vient de dire Raphaël, d'ici 2030, c'est 200 000 emplois, électrification confondue. Donc c'est nucléaire, c'est les besoins d'emploi aussi en raccordement, et c'est aussi vos besoins d'emploi. Donc effectivement, il va falloir jeu collectif pour récupérer les talents de demain. Merci Raphaël. Je t'en prie. Du coup, Nathalie, moi je vais commencer par une petite question. Ça fait quoi de rencontrer la ministre? Ça permet de parler emploi quand on est à France Travail. Ça permet aussi d'expliquer l'accompagnement qu'on peut faire sur la filière, puisque ça a été l'occasion pour moi justement de dire qu'on s'est organisé sous cette forme-là, c'est-à-dire d'avoir un chef de filière au niveau national pour accompagner la filière, les emplois et les formations du secteur, qui est un incontournable, parce que comme tu l'as dit, je me permets, je te tutoie aussi, on se connaît. On se connaît, hein. Énormément d'emplois sont à venir, on en a déjà eu aussi beaucoup, et il faut pouvoir accompagner les profils, les jeunes, les reconversions, pour répondre aux besoins de toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes dans la salle. Et du coup, comment France Travail peut les accompagner? On fait plein de choses. On fait plein de choses. Déjà, on va travailler en collaboration étroite avec chacune des entreprises, parce que la première chose, c'est que les besoins sont différents d'une entreprise à l'autre. Je reviendrai sur l'étude et le partenariat qu'on met en place ensemble après. L'offre de service, elle va être adaptée en fonction de l'entreprise. Plus on s'y prend tôt dans le besoin en recrutement, alors je laisserai les collègues parler sur le court terme et le recrutement court terme, mais nous, on va plutôt se positionner sur le moyen et le long terme. À partir du moment où on travaille avec l'entreprise bien en amont, on peut préparer à la fois de la découverte de métiers, de la culturation aux métiers qui parfois sont peu connus. On va pouvoir aussi présenter l'entreprise, la promouvoir un maximum vis-à-vis de nos publics, et puis proposer une offre de service qui permettra de repérer des talents de façon collective ou individuelle. Je pense qu'on a fait une très bonne expérience avec l'entreprise Siemens Gamesa il y a plusieurs années maintenant, mais qu'on a aussi renouvelé avec d'autres entreprises, qui est la méthode de recrutement par simulation, qui a permis de séquencer notre offre de service en fonction du besoin, avec de l'immersion en entreprise, de la méthode de recrutement, de la préparation opérationnelle à l'emploi, de la formation avec l'UEMM en l'occurrence à l'époque, et du coup un CDI, et on a recruté beaucoup de personnes de cette façon-là. Je vois que tu as évoqué le futur partenariat qu'il va y avoir entre France Renouvelable et France Travail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand même les relations entre France Renouvelable, anciennement France Énergie Éolienne, et France Travail, anciennement Pôle Emploi, en fait datent depuis bientôt plus de 3 ans, et on a mis beaucoup d'actions en place, notamment sur le partenariat au Forum RH. On avait organisé 2 salons en ligne, et maintenant la question qu'on va se poser, c'est comment va s'articuler ce nouveau partenariat qui va être officialisé début 2025 en bonne et due forme. Alors au-delà de toutes les actions qu'on peut mettre en place aujourd'hui, comme le forum RH ou l'accompagnement qu'on va faire des entreprises, on travaille aussi depuis le début de l'année sur le ROM 4.0, donc un élément moderne 4.0. Notre idée, c'est bien de rationaliser l'ensemble des fiches ROM. Tout le monde les connaît, les métiers, tu en as parlé Raphaël. Les fiches ROM, il y en a plein, mais certaines peuvent être regroupées. Donc on va rationaliser ça. On va pouvoir du coup derrière en créer de nouvelles, parce que l'éolien se développe, l'électricité se développe, et il y a des nouveaux métiers qui se développent aussi, qui n'existent pas dans nos référentiels. Donc pouvoir créer, on devrait passer de 500 à 2000 fiches d'ici à l'année prochaine, pour pouvoir essayer d'être exhaustif sur l'ensemble des métiers existants. Être exhaustif et parler le même langage ensemble, entreprises, partenaires de l'emploi, organismes de formation, de telle sorte à ce qu'on puisse se coordonner au fil de l'eau par rapport aux compétences
dont chacun pourrait avoir besoin, et puis définir une stratégie après en termes de formation, tu l'as dit, avec les conseils régionaux, ou nous en matière de financement, pour répondre au plus près aux besoins des entreprises. Par contre, on a besoin de connaître ces besoins, on a besoin de connaître les lieux des besoins, et là, effectivement, il n'y a que vous, entreprises, qui allez pouvoir nous répondre par rapport à ça. C'est pour ça qu'on compte sur vous. Merci Nathalie. Mais tu peux intervenir sur la dernière partie de cette table ronde, bien évidemment, hein, si tu as quelque chose à rajouter. Je parlerai bien salon en ligne quand même. Évidemment. C'est une opportunité pour toutes les entreprises au niveau national. Et effectivement, il y a le salon en ligne de nos amis de BlueSign Work in Blue qui commence à partir du 5 octobre sur les énergies marines recrutent. Donc nous, on est partenaire de cet événement et on soutient ce salon en ligne et puis globalement toutes les initiatives en termes d'emploi. Donc voilà, ils sont au centre partenaire. Si vous voulez vous inscrire, si vous avez des emplois dans les énergies marines renouvelables, ils sont au stand partenaire. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez créer votre stand en ligne pour participer à ce salon. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer sur cette dernière partie de table ronde qui s'appelle un regard croisé. Donc un regard croisé à 2, à 3, à 4 sur quelles attentes pour répondre au plan de recrutement. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de difficultés de recrutement court, moyen, long terme. Et justement, ça va être le but aussi de répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, je vais commencer par une question ouverte. Comment articuler les besoins de recrutement à court et à moyen terme? C'est extrêmement ouvert, donc je vous laisse le plaisir d'y répondre. Je vais peut-être prendre la parole pour parler concrètement donc, de ce qui se passe chez Vestas. Ça doit être le cas pour beaucoup d'entreprises ici. Bien entendu, c'est le business qui va avant tout définir quels vont être les besoins en recrutement. Donc, pour nous, ça va être le nombre de mégawatts installés qui va définir les effectifs nécessaires. Je pense que pour tout le monde ici, c'est très important de pouvoir se dire à quel point il faut anticiper, non pas anticiper à 1 an, mais à 2 ou 3 ans pour pouvoir préparer l'avenir, tout simplement. Concrètement, on a vu arriver des postes émergents, je pense aux techniciens offshore. Bien entendu, la structure doit s'organiser, ça a un impact sur l'organisation du travail. On met en place typiquement des primes de mer pour ces nouveaux postes. Donc à court terme, il faut bien entendu s'organiser, mais ça passe aussi par la planification dans laquelle les RH et le business s'assoient ensemble. Ensuite, vous avez toutes les politiques d'accompagnement sur les parcours qui vont permettre d'anticiper les besoins. Et chez Vestas, on a des programmes. Je pense au programme Regional Talent Pool, par exemple, donc des programmes de talent qui nous permettent au niveau de la région, donc entre les pays, selon les besoins du business, d'anticiper quels vont être les talents qu'on va faire grandir pour pouvoir répondre aux besoins du business de demain. On a d'autres programmes comme des programmes qui sont destinés aux graduates, aux femmes, qui sont de plus en plus des profils qu'on souhaite intégrer dans nos métiers. Donc voilà, c'est tous ces programmes qui permettent aussi d'anticiper, de s'assurer que demain, les besoins soient garantis et que l'avenir de Vestas soit assuré. Peut-être je prends la suite. Donc effectivement, je crois que la connaissance des business plans est essentielle pour pouvoir anticiper, pour pouvoir préparer les recrutements de demain au travers de la gestion des carrières et des plans de développement des collaborateurs. Il y a aussi vers l'extérieur le besoin des équipes RH de préparer leur vivier de candidats en avance, en identifiant au travers des business plans les besoins en compétences pour le moyen terme et ainsi régulièrement mettre à jour les viviers de leurs candidats, de prendre régulièrement des nouvelles d'eux, ce qui favorise la relation entre l'externe et l'entreprise, ce qui favorise aussi la mémoire du candidat sur la qualité des échanges avec l'entreprise et permettre ainsi, au moment où on a un besoin très court terme, qui souvent est urgent et qui demande pas mal d'agilité, d'avoir finalement très rapidement accès aux bons candidats qui connaissent déjà l'organisation et qui en ont déjà une image positive. Et je peux donner donc chez Emploi Environnement, on est plutôt le dernier maillon de la chaîne dans la relation au candidat.
Il y a effectivement la notion d'anticipation et d'identification de cibles à recruter. Mais pour un job board que je représente, qui a 20 ans d'existence, donc emploi-environnement.com, on a dû faire évoluer notre business model et les prestations qu'on propose aux personnes chargées de recrutement, responsables RH, parce qu'en fait, les candidats ont changé. Alors, ils sont tous courtisés, il y a une pénurie de profils, ça c'est évident. Les entreprises sont très sérieuses, elles arrivent à anticiper, à faire de la gestion prévisionnelle des compétences, tout ça, ça fonctionne. Mais en parallèle de ça, les candidats ont changé d'état d'esprit. Et donc, nous étions il y a 20 ans un job board. L'idée, c'était de publier des offres d'emploi, d'un formalisme d'il y a 20 ans, et le formalisme des offres d'emploi a changé aujourd'hui. Il faut que ce soit beaucoup plus court. Il faut tout de suite parler de quelle sera ma journée type, moi futur recruté chez cet employeur. Tous les discours très corporate, très verticaux perdent en authenticité et ça ne marche plus. Donc déjà, le métier de publication d'offres d'emploi a changé. Mais par ailleurs, on a, nous, enrichi emploi-environnement avec un côté des rubriques médias, c'est-à-dire que nous avons recruté des journalistes qui parlent et des formations et des métiers, parce qu'il faut faire vivre, comme vous l'indiquiez, être en relation avec la cible et prendre contact de temps en temps pour exister. Nous, on le fait à travers l'actualité des carrières et des métiers. On a dû, alors ce sont des opportunités de marché, mais répondre à un besoin de sourcing, parce que les viviers des entreprises ou les CVTech sont parfois vieillissantes. Le fait d'être en relation avec des candidats, c'est un métier à part entière. Il faut lui donner de l'importance. Et souvent, ça peut être le rôle des cabinets de recrutement qui, elles, le font parce que c'est véritablement leur cœur de métier. Et donc, chez Emploi Environnement, on a créé une business unit, une filiale, qui s'appelle Connect by Emploi Environnement, dont le métier, c'est de faire de la sélection et du sourcing de CV. On n'est pas cabinet de recrutement, hein, c'est pas ça notre métier, mais on a un vivier, on a plus de 20 000 profils actifs, désireux de travailler. Donc, ce n'est pas des fonds de profil tech, ce sont des gens que les consultants RH chez nous connaissent, avec qui ils sont en relation et qui sont mobilisables. Donc, de job board que nous étions, on est job board plus médias d'information et aussi aide au sourcing de CV. Donc ça, c'est les aspects importants et on a développé significativement notre relation aux écoles parce qu'il faut préparer les recrutements de demain. Donc, on a un guide métier qui se diffuse sur les salons professionnels, les salons généralistes de l'emploi dans les écoles. Voilà, donc on devait sortir pour cette édition un guide sur le solaire, mais le contexte prochainement. Le contexte politique nous a incité à peut-être pas faire un guide sur le solaire tout de suite. On ne savait pas quelle aurait été la tonalité à venir. Donc on a fait un guide sur les métiers de l'eau qui sont beaucoup plus standards, classiques et stables. Voilà. Et un autre qui sera sur le juridique, mais voilà, on s'est repositionné là-dessus. Et de la même façon, donc pour la relation aux jeunes publics ou aux personnes qui arrivent nouvellement sur le secteur de l'environnement, on a ouvert notre job board avec une bourse au stage qui permet aux entreprises gratuitement de publier les offres de stage. Là aussi, c'est pour prendre contact avec des jeunes générations qui se forment et tout de suite avoir un appel d'air au niveau des compétences. Donc ça, les entreprises chez nous, c'est quelque chose pour nous qui est assez citoyen, on va dire, et voilà, mécénat quelque part, pour permettre aux entreprises de valoriser leurs offres de stage sur un job board qui est très, très réputé et très, très puissant comme Emploi Environnement. Voilà, donc relation école, guide métier, bourse au stage, c'est ce qu'on fait pour connecter aux candidats. Je vais rebondir sur deux choses. La première, tu parlais des écoles. On a toujours l'espace université, école, pôle de formation pour qui on accueille pour la 3e année consécutive. On va continuer ce format-là parce que c'est aussi important de donner de la visibilité aux écoles, aux universités, aux pôles de formation et on continuera à le faire. Et pour rebondir sur deuxième chose, Marielle, tu parlais de business plan et de s'adapter au recrutement par rapport au business plan. Mais comment on fait aussi pour s'adapter pour les fluctuations en interne et de retenir aussi les candidats en fonction des fluctuations et du business plan? C'est tout l'enjeu des équipes au niveau de Talent Acquisition, hein, c'est vraiment la question clé.
Alors, chez Vestas, pour parler vraiment très concrètement, on a la chance de pouvoir compter sur un hub international. Donc, pour nous, le poste clé, celui qui est en tension actuellement, c'est le poste de technicien de maintenance. Donc, c'est très compliqué d'aller chercher les 150 recrues par an, puisqu'on accueille 150 techniciens en moyenne par an chez Vestas. Donc, on a la chance donc, de pouvoir bénéficier d'un hub international. Donc, on a une équipe volante, finalement, qui vient prêter main forte de manière temporaire en France. Donc, ces équipes peuvent venir de l'international. Ça, c'est un premier levier. Mais ce qu'on a surtout pris en compte chez Vestas, c'est qu'il fallait surtout savoir retenir nos ressources. Donc, on a travaillé sur un gros plan de rétention au cours de l'année dernière, avec des workshops, des entretiens de sortie pour bien comprendre qu'est-ce qui a fait que nos techniciens puissent à un moment donné décider de partir. Et c'est un gros travail qui a été fait et qui nous a permis aujourd'hui d'atterrir à un très bon résultat puisqu'on a diminué drastiquement notre turnover. Donc comment faire pour aller combler ces ressources et déjà de les garder. Ça a été un gros travail effectué chez nous en tout cas. Ouais, très important, notamment la fidélisation des salariés dans les entreprises. Et ça permet aussi de justement éviter ces turnovers, hein, effectivement. Et du coup, je vais me tourner vers toi, Julie. Tu as eu beaucoup d'expérience, notamment tu as été directrice des ressources humaines chez Qnergy, qui est présent là-bas. Et justement, moi, ce que je souhaitais, c'est en plus d'avoir ton regard extérieur, de voir un petit peu comment la manière de recruter a évolué et puis aussi le métier de RH. Voilà, si tu peux nous donner ton regard. S'il vous plaît, merci de rejoindre la salle atelier dès après-demain pour la prise de parole de Xavier Dejacci, le président du directoire RTE. Merci. On peut reprendre. Oui, effectivement. Alors, la façon de recruter a beaucoup changé sur les dernières années. Il y a quelques années encore, il suffisait de mettre une annonce Pôle emploi, d'attendre quelques semaines gentiment, et puis on avait un nombre suffisant de candidats avec des bons niveaux de qualification et de compétences. Et aujourd'hui, on a beau démultiplier le nombre d'annonces sur différents sites, le retour est généralement très minime et on ne trouve pas toujours les compétences ou les niveaux d'expérience que, maintenant que je suis en externe, les clients peuvent chercher. Alors, il y a plusieurs réponses à ça pour essayer d'innover un petit peu sur la façon de recruter. Il va y avoir des efforts court terme qui, au-delà du multiposting, vont être d'aller chercher les forums professionnels. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous cherchez un géomaticien, bon courage à vous. Plutôt que de mettre une annonce, peut-être que ça peut valoir la peine d'aller identifier les forums d'échange de géomaticiens qui échangent entre eux sur des thématiques techniques et d'aller informer ces personnes-là de recrutement au sein de vos entreprises. Ça peut être assez efficace parce qu'on va vraiment cibler directement les bonnes personnes. Or, quand vous ciblez sur une annonce, vous attirez le plus grand nombre. Vous avez également, bien évidemment, l'approche directe. Alors, ce qu'il faut savoir pour en faire un peu, c'est que souvent les candidats répondent vous êtes la 5e personne qui m'appelle cette semaine, donc qu'est-ce qui va faire la différence? Et donc, j'imagine qu'on en parlera plus tard, mais il va falloir travailler sur des éléments de différenciation pour pouvoir attirer les candidats. Et puis, vous allez avoir, au-delà de ces investissements en approche directe, tout, je dirais, l'écosystème de l'entreprise qui va pouvoir accompagner les équipes RH. Et typiquement, je sais que dans la plupart des entreprises, les primes de cooptation ont considérablement augmenté pour aider les personnes qui, eux, connaissent très certainement des confrères qui pourraient être intéressés par vos offres, qui puissent les orienter vers l'équipe RH. C'est généralement des stratégies assez gagnantes. Donc ça, c'est plutôt sur les possibilités court terme. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et puis, sur le long terme, vous en avez parlé, il y a les relations écoles, il y a la gestion des carrières, puisqu'effectivement, il serait quand même dommage de se priver des compétences et des qualités de vos collaborateurs. Et je crois qu'il est vraiment important de travailler sur les plans de développement individuel des collaborateurs, de leur donner de la visibilité, pour leur donner envie de rester, comme tu disais, mais aussi pour se projeter à plus long terme dans l'entreprise, parce qu'on est sur des générations qui ont plutôt envie de rester dans les organisations, en fait, mais qui ont besoin de se projeter. Et puis,
je vous le disais tout à l'heure, il y a ces thématiques de vivier. Alors, il y a des entreprises externes qui, eux, vous proposent des viviers, c'est-à-dire qu'ils vont aller identifier sur des postes très ciblés l'ensemble des acteurs dans le secteur des renouvelables ou dans d'autres secteurs qui pourraient, dont les candidats pourraient avoir des compétences qui seraient proches des candidats que vous allez chercher. Et ça permet ensuite aux équipes RH dans vos entreprises d'aller contacter ces personnes-là sans avoir fait tout ce travail de fourmi, de sourcing qui est extrêmement chronophage. Et ça alors c'est un investissement, mais ça peut être assez efficace. Oui, je voulais rajouter, l'attention qu'on porte aux salariés de l'entreprise, c'est nécessaire pour les fidéliser. Et quand on a une activité de cabinet de recrutement ou de cabinet de sourcing, comme Connect by Emploi Environnement, comme je l'ai cité précédemment, on est aussi très dans le suivi individuel des candidats, de leurs projets professionnels. Parfois, on est en contact avec des candidats qui réfléchissent à 6 mois à quelque chose. Et un bon professionnel de l'emploi doit le garder à l'esprit parce que dans 6 mois, il aura peut-être besoin de cette compétence. Et quand on a un vivier, tout autant qu'on fidélise les gens en interne dans l'entreprise, le vivier de candidats potentiels, la CV Tech, la Profil Tech, nécessite aussi un mode relationnel avec les gens qu'on a en base de données. Ça, c'est très important. Et les consultants en recrutement, je ne peux pas penser que tout le monde le fasse, mais en tout cas, certains le font. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on suit les gens dans leurs projets. Et du coup, on a plus facilement des gens mobilisables au moment voulu. Ça, c'est très important aussi. Oui, je vous rejoins, mais je ne m'arrêterai pas juste à ce terme-là. Qu'on soit dans le maintien en emploi et effectivement en tant que RH, le parcours des nouveaux entrants et puis la progression de carrière, l'avant aussi, la construction de vivier, comme vous dites, au niveau des RH et le lien que vous construisez avec vos futurs employés donne l'image aussi de votre entreprise. Et l'image de l'entreprise, quand ça va bien, ça se sait. Quand ça va mal, ça se sait encore plus. Et ça en fait partie systématiquement. Et c'est ce qui va faire le lien avec les personnes qui vont vouloir se positionner chez vous. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes la 5e entreprise qui m'appelle. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ça peut faire la différence. En fait, vous devez absolument vous faire connaître auprès de ceux qui ne vous connaissent pas beaucoup. Vous avez des métiers où c'est des niches. Et effectivement, c'est extrêmement compliqué de trouver du monde. Voilà, c'est une réalité. Et pour autant, après, il peut aussi y avoir de la reconversion et découvrir des talents. Pour ça, il faut vous faire connaître. Et après, on est tous là autour de cette table pour vous aider à vous faire connaître et à valoriser votre entreprise pour attirer du monde. L'attractivité, c'est le premier levier pour que vous puissiez trouver des candidats plus facilement. Eh ben, ça tombe bien parce que c'était l'objet de notre dernière question et c'est une question qui avait été totalement ouverte. Pour avoir travaillé dans un groupement d'employeurs précédemment, c'est une question qui est quand même très très importante, notamment sur la plupart des métiers. Du coup, il y a ce côté un petit peu pompier de service et à répondre à la pénurie. Et du coup, en fait, quels sont les outils que vous mettez en place pour répondre à certains métiers sous tension et pénurie? Et également, la question la plus importante et qui a été évoquée par Nathalie, c'est comment rendre ces postes encore plus attractifs? Je vais peut-être commencer. Donc, j'imagine que c'est un terme qui va être employé par l'ensemble des personnes ici. Donc, la marque employeur, bien entendu, on sait à quel point elle est importante. Pour parler de manière très concrète, chez Vestas, la marque employeur, elle est incarnée avant tout par les managers. Donc, nos managers sont nos plus grands vecteurs de la marque employeur. Et chez nous, il n'y a pas un candidat qui arrive sans avoir, en amont de l'entretien, déjà rencontré quelque part la marque employeur à travers le manager. Donc, on a créé des vidéos très courtes de 30 secondes à 1 minute avec le manager qui vraiment recherche le poste de manière à se présenter. Donc, clairement, il explique son parcours, ce qu'il recherche à travers les compétences recherchées. Donc, clairement, il y a déjà une première rencontre avec ce manager. Et ça va au-delà de ça. On a aussi des sessions sur LinkedIn qui permettent, avant même d'avoir postulé, d'aller poser des questions, de rencontrer le manager qui va parler de son poste, des EPI chez Vestas, de l'approche au niveau de la sécurité, pour que finalement, il y ait vraiment un vrai contact avec la marque avant même d'avoir postulé.
Et on a décidé de faire ça tout simplement pour contrer le fameux greenwashing, parce qu'on travaille dans le renouvelable et oui, ce sont des métiers qui inspirent beaucoup, des secteurs qui inspirent beaucoup, et c'est normal de parler de RSE, ça fait partie des exigences de nos candidats. Donc on va leur parler de nos véhicules électriques, de nos journées de clean-up day, oui. Mais pas que, en fait. La marque employeur, c'est pas juste la RSE, j'ai envie de dire. Ça fait juste partie des choses de base maintenant. Et la marque employeur, ça va au-delà de ça. C'est quel est mon manager, qui va être mon manager demain, quel style de management vous proposez, c'est quoi aujourd'hui l'équilibre pro-perso chez Vestas. C'est tous ces sujets-là qu'il faut savoir évoquer avec nos candidats aujourd'hui. Oui, et si je peux rajouter, c'est pour ça que, pour être très concret, sur une offre d'emploi, quand on a une offre d'emploi qui commence « mon entreprise fait ceci, fait cela, nous sommes les meilleurs » et ensuite on parle du poste, c'est une façon d'écrire à l'ancienne parce que c'est des focus group qu'on a fait auprès de candidats qui préfèrent qu'on leur dise tout de suite « tu travailleras avec telle personne, tu feras ça, tes conditions d'intégration c'est ça ». Et après, éventuellement, enfin plus qu'éventuellement, il faut évidemment valoriser l'entreprise, mais il faut avoir le focus humain et faire parler de l'entreprise par d'autres. Les opérationnels et les managers sont des bons ambassadeurs parce que souvent authentiques, il n'y a pas une grosse machine de communication, alors que c'est quand même de la communication, on est bien d'accord, mais c'est une communication plus humaine et authentique. Nous, en tant que médias spécialisés sur le secteur de l'environnement, c'est ce qu'on ressent, et on a ressenti le besoin de rajouter un aspect journalistique sur les métiers et les formations de l'environnement pour cette raison-là, pour faire parler de sujets importants par des gens qui ne sont pas partie prenante, qui n'ont rien à gagner à parler ou à valoriser une opportunité de métier, le côté très sympa d'un métier, etc. Tout ça, si c'est fait par des opérationnels ou des journalistes ou des personnes tierces, c'est toujours mieux que d'avoir une communication très verticale. Vas-y Julie, et après Nathalie. Ouais. Alors, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Nathalie tout à l'heure, s'agissant de la réputation de l'entreprise. Effectivement, je pense que pour attirer les bons candidats, il faut trouver des candidats qui vont bien s'intégrer chez vous et qui vont donc bien s'intégrer dans votre culture d'entreprise. Donc, il est important que l'entreprise ait fait le point sur son identité, qu'elle la présente clairement et puis qu'elle l'incarne derrière. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu un client qui arrive en me disant voilà, j'ai pas trop de difficultés à attirer des candidats, mais ils partent tout de suite. Et effectivement, leur offre d'emploi était, l'offre sociale, les outils étaient assez innovants. Et puis les personnes partaient parce qu'on a réalisé finalement que l'encadrement utilisait des méthodes des années 80. Donc ils vendaient les années 2030, mais ils étaient toujours un peu campés dans leur style managérial dans les années 80. Et de fait, il aurait fallu aller chercher des personnes qui aimaient bien rester dans les années 80. Donc c'est vraiment d'avoir une identité claire, d'incarner la culture, d'accompagner les managers pour un petit peu les faire réfléchir sur ces sujets-là. Et puis après, c'est vraiment d'être en capacité de proposer une offre sociale un peu différenciante par rapport à d'autres, et puis de répondre aux jeunes générations qui ont envie d'autre chose que de sens dans le travail, mais aussi qui démontrent d'une grande exigence vis-à-vis des entreprises. Et ça va être dans l'offre sociale qu'on peut trouver. Donc, d'une part, est-ce que nos pratiques de rémunération, elles sont justes ? Comment on partage la valeur de l'entreprise ? Alors, il y a beaucoup de toutes petites structures qui vont proposer des BSPCE. Il y a des entreprises qui proposent de l'intéressement. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on prend que des critères financiers ou est-ce qu'on répond à d'autres critères qui sont plus intéressants du point de vue de ces jeunes générations-là ? Et puis après, ça va être aussi les conditions de travail. Est-ce que je propose des horaires flexibles ? Est-ce que le télétravail est bien encadré quand les gens viennent au bureau ? Est-ce qu'on encadre aussi ces temps en présentiel pour rendre l'expérience un peu sympa ? Et puis, vous allez aussi avoir des choses encore plus innovantes, les 4 jours et demi par semaine. Ça peut être vraiment un élément différenciant, pour peu que la charge de travail derrière soit gérée aussi de façon juste et que les gens ne sentent pas une pression de travailler 4 jours et demi. Ça peut être aussi, pour des entreprises qui n'auraient pas les moyens de passer à 4 jours et demi ou qui ne souhaiteraient pas le faire, de réfléchir sur leur forfait annuel en jours pour pouvoir proposer des jours de récupération supplémentaires. C'est quand même un des critères importants, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle chez les jeunes générations. Et je pense qu'au-delà
d'une offre innovante ou des énergies renouvelables, d'être en mesure de proposer des conditions d'emploi, des conditions de travail et de répartition aussi de la valeur ajoutée, c'est vraiment un élément différenciant et attractif pour les candidats aujourd'hui. Nathalie ? Oui, alors je vais juste compléter parce que vous avez aussi dit des choses que j'allais dire, mais c'est très bien, au moins on est d'accord. Je reviens sur l'offre d'emploi, effectivement, elle a clairement changé et c'est autre chose qu'il faut évidemment vendre au sein de l'entreprise. On parle aussi de qualité de vie au travail et c'est ce qui va attirer aussi vers cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Les publics sont tellement différents qu'effectivement, il faut savoir se faire connaître, il faut prendre toutes les opportunités. Alors, il y a les moyens vidéo, les communications sur les réseaux sociaux, mais effectivement, ça peut prendre du temps et c'est un investissement en tant que RH, mais surtout en tant qu'opérationnel, parce que c'est là où je vous rejoins, mais que ce soit sur la filière où on est réunis aujourd'hui ou d'autres, pour en connaître aussi beaucoup d'autres, les opérationnels sont les meilleurs vendeurs de votre entreprise et du poste et de ce qui s'y passe en interne parce que c'est de très bons vendeurs et quand on a un témoignage de quelqu'un qui travaille chez vous, ça attire forcément et ça donne envie d'y aller. Investissez vers ces témoignages-là, investissez aussi du temps pour pouvoir le vendre auprès de vos futurs salariés. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention, votre présence et les éléments que vous avez pu apporter. Merci beaucoup. Avant de passer au forum RH, il y a peut-être un micro qui circule si vous souhaitez poser des questions. Normalement, il y a un micro. De la main. Non? Ah, ici? Non? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à rejoindre les tables qui sont dédiées. Et juste avant de commencer, alors c'est une petite chose qu'on n'avait pas prévue dans le programme, mais je pense que c'est important aussi de les mettre en avant. C'est une association qui est partenaire de France Renouvelable, qui s'appelle l'association éthique, qui sont les jeunes de la transition énergétique. Alors, je vais vous demander de venir, asseyez-vous. On va faire un petit changement de table. Merci beaucoup. Installez-vous, je vous en prie. Non, tu veux pas? Sinon, Raphaël, il peut prendre la photo si tu veux. Non, t'es sûr? Ok. Eh ben, bonjour, merci pour votre présence et merci d'être parmi nous, en tout cas à l'espace partenaire. Je vous invite à les rejoindre. Alors, vous allez avoir beaucoup de personnes présentes au forum RH qui viennent de l'association éthique. Alors, je vais vous laisser vous présenter et surtout présenter éthique en quelques mots. Bonjour, merci beaucoup pour ce moment, pour nous présenter. Donc, je m'appelle Malena Reali, je suis avec Madeleine Pébrier, on est les cofondatrices d'Ethic. Ethic, c'est Energy Transition Youth Club. C'est une association qu'on a créée parce qu'en arrivant dans le secteur, on s'est rendu compte que ce secteur, pour avancer, pour continuer à innover, pour continuer à exister et à avoir des échanges toujours fluides, toujours productifs, le plus important, c'est que les gens se connaissent et que les gens se rencontrent. Il y a énormément d'occasions pour des personnes plus seniors de se rencontrer, comme par exemple le colloque, mais on s'est rendu compte qu'on manquait un peu d'espace où on pouvait rencontrer d'autres jeunes. C'est super intéressant toujours d'aller rencontrer des gens qui ont 20 ans de carrière derrière eux, mais parfois lorsqu'on les aborde, on a un peu l'impression d'être en train de leur demander un service, de leur demander un stage. Donc c'est quand même super aussi de rencontrer d'autres jeunes, et on manquait de ces espaces-là, donc on s'est dit qu'on allait les créer nous-mêmes. Donc on a lancé Ethic en avril dernier, et ce qu'on organise, c'est des after-work pour se rencontrer dans un contexte un peu informel, des petits déjeuners mentorat où des personnalités du secteur vont intervenir auprès d'une dizaine, une quinzaine de jeunes dans un format de petit comité où ils vont pouvoir présenter leur parcours, leur vision du secteur, leur entreprise. On a eu par exemple Pascal Courcel de BPI France, on a eu Nicolas Wolf de Boralex, on a eu Emmanuel Vargon très récemment. Et dernier événement qu'on va organiser, c'est des visites de sites, d'infrastructures pour aller au plus près du terrain. Donc on a lancé ça en avril et depuis, on a près de 200 personnes qui ont adhéré à l'association et près de 500 personnes qui sont venues en agrégé aux événements. Et donc je passe la parole à Madeleine pour vous parler aussi de pourquoi on est en train de présenter ça ici.
Donc nous, ce qu'on aimerait faire passer comme message, c'est n'hésitez pas à parler aux jeunes entre 25 et 35 ans de votre entreprise pour qu'ils puissent faire partie de notre collectif, de notre mouvement, qu'ils puissent rencontrer du coup d'autres jeunes du secteur, que ce soit dans des secteurs comme l'éolien, mais aussi du solaire, de l'hydroélectricité, de l'hydrogène, et puis de tous les métiers différents. Donc voilà, nous, on favorise les rencontres entre financiers, acteurs publics, développeurs, turbiniers. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer une génération qui sera curieuse, sachante de différents secteurs, et aussi d'apprendre à se rencontrer entre jeunes de métiers différents. Donc n'hésitez pas à communiquer auprès de vos jeunes membres, de vos jeunes actifs. Donc vous pouvez venir nous voir, on vous donnera des informations. Ensuite, nous, on s'adresse aux jeunes. Donc on essaye d'avoir une adhésion qui est relativement peu chère et on se finance notamment par du sponsoring financier. Donc on a des super partenaires comme France Renouvelable aujourd'hui. Merci beaucoup de l'espace que vous nous avez donné. C'est vraiment top. Donc on a des développeurs comme Tenergy, des conseils financiers comme Tevali, Envinergy. On a aussi Aurora. Mais nous, voilà, on cherche vraiment à diversifier nos partenaires. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vers nous, ce sera avec plaisir. À l'espace partenaire. À l'espace partenaire, exactement. Nous avons un stand. Et notamment de diversifier auprès de développeurs, auprès de turbiniers, pour attirer aussi au niveau des jeunes des profils un peu plus techniques, un peu plus ingé, un peu moins conseils. Oui, parce que donc on est assez diversifié en termes de profils. Et enfin, si en plus de sponsoring, nous on organise donc des visites de sites, comme l'a expliqué Malena. Et donc si vous avez l'occasion, vous avez envie d'emmener des jeunes visiter des sites et que vous avez l'occasion d'organiser ça avec nous, ce serait top. Donc voilà, donc on est à l'espace partenaire, stand éthique. Voilà. Et tout simplement pour conclure, Éthique, c'est l'association des talents d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Merci et puis, on va pouvoir commencer le forum RH. Merci encore une fois de votre présence. Et puis maintenant, place aux échanges.